Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire Sorgho. Je suis Jean-Luc Verdier, donc c'est moi qui anime la filière Sorgho pour Arvalis. On est heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous qui nous permettra de faire un point d'actualité sur cette culture. Donc, euh, pour ce webinaire, je suis entouré de nombreux collègues qui vont participer donc au travers de l'animation et de la présentation des différents topos qu'on va partager avec vous. C'est Romain Scheller qui va assurer la production de ce webinaire, donc qui va assurer l'animation. Et puis ensuite, donc on aura un certain nombre de présentations. Bon, je vous ferai un point sur les marchés. Donc ensuite, on fera un bilan de la campagne avec Anne-Sophie Collard et Bastien Chopineau qui nous partagera un petit peu les enseignements de la campagne 2021. Ensuite, Agnès Tréguier et Benjamin Collat nous feront un point sur les résultats du réseau d'évaluation variétale en grains et en fourrage. Et donc, pour terminer, donc Sandrine Voland nous fera un point d'actualité sur le désherbage. Donc voilà un petit peu les 4 points qu'on a prévu qu'on a prévu de partager avec vous. Et préalablement effectivement à ça, donc on souhaitait effectivement faire un petit rappel pour resituer le sorgho, parce que quand on parle de culture de sorgho, on évoque différents types de production. Donc je pense que ce n'est pas inutile de les rappeler pour bien positionner le sujet et puis bien rappeler aux gens qui connaissent un peu moins cette culture que le sorgho, ça peut être du sorgho grain, donc un sorgho qui est dédié à faire du grain, donc avec des variétés plutôt de petite taille, qu'on a à côté effectivement des sorghos de type fourrager qui se caractérisent en général par des plus grands gabarits, qui peuvent avec des sorghos qui peuvent être de grande taille et qui vont être valorisés soit pour faire des fourrages à destination de l'alimentation animale, soit sous forme de biomasse qui peut servir effectivement en usage industriel pour alimenter des méthaniseurs en particulier. Voilà. Et puis donc on a une troisième catégorie qui sera pas abordée aujourd'hui, qui sont les sorghos fourragers multicoupes, qui sont des espèces fourragères en général pâturées ou utilisées donc de façon un peu plus classique par rapport à des usages auprès des animaux. Voilà. On va essentiellement aujourd'hui parler du grain et on parlera également un petit peu du sorgho fourrager. Donc, pour introduire ce webinaire, je vous propose quelques éléments d'actualité sur la filière, quelques chiffres clés qui permettent de resituer un petit peu le sorgho à l'échelle française. Le sorgho, cette année, les surfaces qui sont représentées là sur cet histogramme en orange, voilà, on observe un léger tassement des surfaces par rapport au record que l'on avait connu en 2020, puisque en 2020 c'était l'année où les surfaces de sorgho en France ont atteint leur niveau maximal historique, avec plus de 110 000 hectares. Là, on a une légère décrue où on redescend autour de 85 000 hectares de sorgho. On est quand même sur un trend général par rapport aux années passées, des surfaces qui sont plutôt dans un trend de progression malgré tout, si on exclut l'année 2020 qui était effectivement dans une conjoncture qui a permis de favoriser les surfaces en sorgho. Voilà. Donc, ce qu'il est bon de rappeler, c'est qu'effectivement, ces surfaces communiquées et évaluées par le ministère de l'Agriculture sont des surfaces qui rassemble le grain et le fourrage. Et donc, effectivement, pour avoir une idée plus précise des surfaces, on a quelques chiffres qui nous sont proposés par la filière semences, qui nous permettent de considérer que sur ces hectares, on peut considérer qu'il y a 75% des surfaces qui sont en grain et de l'ordre de 25% qui sont plutôt des sorghos fourragés. Voilà. Un dernier élément sur la collecte, ce que l'on voit et qui traduit effectivement une bonne campagne en termes de rendement, c'est que malgré le recul des surfaces, on devrait maintenir la collecte à plus de 300 000 tonnes. Voilà, donc un premier élément qui met en évidence effectivement la bonne campagne en termes de résultats, qui fait que voilà, on a une collecte qui va rester stable par rapport à l'an dernier. Donc le territoire du sorgho, eh bien, on voit qu'il a tendance à s'étendre de plus en plus vers le nord de la France, donc avec des zones de production qui, certes, restent quand même concentrées dans le sud-ouest, autour de la région Occitanie et en vallée du Rhône, mais qui montent de plus en plus autour de Poitou-Charentes et de la région centre-Val de Loire vers le nord-est et vers la Bourgogne. Donc ici, vous avez les principales régions, avec l'Occitanie qui reste la région dominante, la Nouvelle-Aquitaine, en particulier autour du Lot-et-Garonne, qui est aujourd'hui le
premier département français producteur de sorgho. Et puis la région Centre-Val de Loire qui occupe la 3e position des régions françaises de sorgho. Donc effectivement, si on poursuit la présentation, on a effectivement une année 2021 qui se caractérise du fait de sa climatologie par une année plutôt très bonne en termes de rendement, puisqu'on dépasse les 60 quintaux au niveau national, hein, ce qui est un record par rapport aux années historiques. Hein. Cette performance, on voit qu'elle est, elle est plus ou moins variable selon les départements. On a des très bons rendements dans la partie est. Hein. Les meilleurs rendements sont dans la Drôme avec des valeurs qui dépassent les 75 quintaux. Donc voilà, une année très bonne. Voilà, beaucoup de départements à plus de 70-75 quintaux et même dans le sud-ouest où les rendements sont peut-être un petit peu en cran en dessous, on est entre 60 et 68 quintaux. Donc voilà, globalement, une bonne année en termes de rendement. On verra après qu'il y a quelques événements quand même qui sont à mettre en avant dont on parlera par la suite. Alors j'ai fait cette petite carte là pour montrer que concernant le sorgho grain, effectivement, on a une évolution du territoire occupé par cette culture. Hein. Si on remonte un peu dans le passé et qu'on se repositionne voilà, au début des années 2000, qu'on prend en compte effectivement le niveau de la collecte en sorgho grain par département. Là. Donc effectivement, on a des données qui représentent principalement la partie grain, puisque là, on ne considère que la récolte en grain. On voit que, voilà, il y a 20 ans, le sorgho était essentiellement cultivé dans le sud, avec deux régions, l'Occitanie, le sud-ouest, et puis la vallée du Rhône. Et voilà, les 10 départements premiers producteurs représentaient presque 90% de la collecte. Donc, voilà, une production très localisée. Voilà, quand on avance dans le milieu des années 2000, vers les années 2010-2011, on voit qu'effectivement le sorgho remonte un petit peu vers le nord, hein, avec des départements qui deviennent plus producteurs autour de la région Poitou-Charentes et du Val-de-Loire. Et donc, on est quand même encore sur une production qui est quand même concentrée sur des régions dominantes, puisque les 10 premiers départements représentaient encore 85% de la collecte nationale. Et puis, si on se positionne dans les années les plus récentes, hein, donc en 2020-2021, on voit que là, voilà, le sorgho continue sa progression vers le nord, hein, donc autour de la région centre et même vers la Bourgogne, avec des départements tels que Lyon qui commencent à prendre une place plus significative au niveau de cette production. Et on voit qu'il y a des territoires qui s'élargissent. Et aujourd'hui, voilà, les 10 départements les plus producteurs ne représentent que plus que 60% de la collecte. Donc ça montre bien effectivement voilà, un élargissement de la production dans des nouveaux territoires qui vont cultiver ce sorgho. Alors un mot sur le marché du sorgho. Aujourd'hui, ce sorgho grain qui est collecté, il est quand même principalement destiné à de l'exportation, puisque l'exportation représente environ les 2 tiers de la collecte, hein, et que la fabrication pour l'alimentation du bétail français ne représente que 18% de cette collecte. Donc effectivement, cette exportation, elle est principalement à destination intra-européenne, et en particulier vers le marché espagnol, qui est effectivement donc sur la diapo suivante, si on avance d'un cran, voilà, il y a environ presque 60% de ces exportations qui vont vers le marché espagnol et 25% vers le Benelux. Donc l'Espagne, c'est essentiellement un débouché alimentation animale, et en particulier vers l'élevage porcin de la Catalogne. Et le Benelux, c'est plus le marché oisellerie qui est concerné, donc vers ces marchés du nord de l'Europe. Et on trouve également donc un débouché en croissance vers le Royaume-Uni avec 9%, et puis un petit peu de sorgho qui va également vers l'Italie. Donc voilà un petit peu le paysage. Et puis, quand on regarde ce bilan, effectivement, le constat que l'on peut faire, qui est peut-être, voilà, qui pourrait être mis en avant comme peut-être une limite dans la valorisation du sorgho, c'est effectivement la faible valorisation sur le marché intérieur, puisqu'on voit que historiquement, voilà, la part dominante du débouché est vers l'exportation, et donc que les fabricants d'aliments du bétail se tournent peut-être pas suffisamment vers ce sorgho qui est disponible.
ce qui me paraissait intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui a pu se passer dans un passé plus ou moins récent. Et si on remonte donc en avançant d'un cran sur une campagne qui était la campagne 2007-2008, donc avec un contexte particulier de tension sur les matières premières, eh ben, on a pu voir que cette année-là, les fabricants d'aliments du bétail français ont utilisé 700 000 tonnes de sorgho qui a été acheté sur le marché mondial, et donc qui montre qu'effectivement, ce sorgho, il a des capacités à être valorisé et utilisé par les fabricants d'aliments du bétail si, voilà, quand l'intérêt se présente. Donc effectivement, je pense que le constat que l'on peut faire, c'est que potentiellement, le sorgho peut être valorisé à des niveaux plus importants par les fabricants d'aliments du bétail, et que dans un contexte où la production se développe, voilà, on peut quand même envisager que le fait de produire davantage permette d'intéresser davantage les fabricants d'aliments du bétail français. Voilà. Donc, ce que je voulais partager sur ces marchés-là. Donc, effectivement, on peut maintenant passer donc au bilan de campagne et l'enseignement de la campagne 2021 avec Anne-Sophie Collard et Bastien Chopineau, à qui je laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Sophie Collard. Donc je débute la partie bilan de campagne, et puis Bastien reviendra sur des éléments d'enseignement de la campagne 2021. Tu peux avancer. Voilà, donc de manière assez globale, ce qu'on a pu observer sur la campagne, on l'a retranscrit ici en coupant un peu la zone de production en deux. Donc ce qui figure au-dessus de la zone rouge, là, au-dessus de la ligne rouge, représente plutôt le contexte de production sur le nord du secteur, et puis au sud pour la partie basse de la diapositive. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est des semis assez tardifs au nord, du fait d'un printemps qui est resté frais assez longtemps, donc sur des périodes de semis qui sont plutôt étalées au début mai, vers la mi-mai, voire même un peu plus tardivement. Donc ce qui a pu engendrer des retards sur le début du cycle. Et au sud, on a eu des conditions de semis plutôt bonnes, moyenne à satisfaisantes. Voilà, donc ces températures fraîches, on les a vues, on a observé ça un petit peu sur tout le long de la campagne, donc on verra un peu plus loin qu'on était assez proche du décile 2, tout au moins sur le nord de la zone de production. Donc ça, c'était le premier fait marquant sur la campagne. Donc vous l'avez tous observé au niveau des stades. Deuxième élément marquant, c'est qu'on a, comparativement aux 2 années précédentes, on a eu quand même des pluies relativement régulièrement. Pas forcément des quantités plus importantes qu'à l'habitude, mais tout du moins une régularité dans les pluies tout au long du cycle, ce qui a apporté un certain confort hydrique, on va dire, pour les cultures d'été. Alors bon, il y a pu y avoir localement quelques déficits de pluie, notamment sur le mois d'août, mais qui n'ont pas été creusés excessivement, puisqu'on n'a pas non plus eu des températures excessivement élevées. Voilà. Autre élément marquant, et on va y revenir par la suite, c'est des températures fraîches qu'on a pu avoir aussi sur des stades assez avancés, donc autour de la floraison, enfin la méiose, ou voire de la floraison. Donc ce qui a pu causer quelques accidents de stérilité qui ont été un peu plus fréquemment observés sur le nord de la zone de production. Donc ça, c'était autre fait marquant de la campagne 2021. Et donc la conjonction de tout ça a amené quand même à des retards dans la maturité, à des récoltes assez tardives ou à des taux d'humidité assez élevés pour le nord. Et globalement, ça s'est un peu mieux passé sur le sud de la zone de production, avec une fin de cycle qu'on va qualifier de plutôt favorable, ce qui traduit ce que Jean-Luc vous a montré, des niveaux de production, enfin des rendements qui ont été très corrects pour l'année 2021. Voilà, donc tu peux avancer sur la diapo suivante. Donc ce qu'on voulait vous montrer également au travers de les cartes qui traduisent l'exploitation de quelques données climatiques. Donc je vais commencer par la carte de droite, qui présente la médiane des sommes de température, donc sur une base 630, ici calculée pour le sorgho, sur une période donc, qui va du 10 mai au 15 octobre, donc considérons un SMI du 10 mai. Et donc, vous pouvez voir ici l'adéquation entre
les variétés, les groupes de précocité qui vous sont proposés, et puis l'offre climatique, on va dire, disponible sur une période de 20 ans sur la carte. Donc, bon, les zones grisées, ce sont les zones montagneuses. Et ensuite, donc, vous pouvez observer les variétés très précoces à précoces avec des besoins en termes de somme de température qui vont de 1750 à 1850 degrés jour, donc en vert clair et puis vert foncé. Donc ça correspond bien au nord de la zone, donc nord des Pays de la Loire, enfin, région centre-Val de Loire, voire la Bourgogne. Et puis sur les régions les plus au sud, des cumuls qui vont être plutôt proches des 1850 ou 1900 degrés jour, qui permettent de cultiver des variétés demi-précoces à tardives. Donc ça, c'est si on regarde la médiane. Maintenant, si vous regardez la carte de gauche, donc là, on a représenté pour la même période, du 10 mai au 15 octobre, sur une période observée de 20 ans, de 2001 à 2021, le décile 2, donc les 2 années les plus fraîches. Et donc, vous pouvez bien mesurer la déformation de cette offre climatique qui exprime finalement, on voit la zone bleue, donc la zone où l'offre thermique est qualifiée d'insuffisante, les 2 années les plus froides sur 10, qui gagnent un peu vers le sud, et donc les régions, on va dire, le nord de la région centre, la Bourgogne, ces années-là, ça devient un peu compliqué de pouvoir mener à bien une culture de sorgho grain par rapport à cette offre climatique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voulait illustrer. Et finalement, si on revient un peu en arrière, l'année 2021, on est plutôt sur la carte de gauche. On va plutôt se situer sur des offres climatiques qui sont un petit peu limitantes sur cette période-là. Voilà, donc tu peux avancer sur la carte suivante, qui ne s'affiche pas. Ah bon, il y a un petit souci, donc il manque la carte, bon, c'est pas grave. On avait estimé aussi regarder l'offre climatique pour un semis un peu plus tardif, du 1er juin au 15 octobre. Et finalement, sur cette carte, on a les 2/3, voire les 3/4 de la France qui vont être en bleu et qui ne vont pas permettre une offre climatique suffisamment importante. Donc sur le graphique ici, c'est la station météo de Chartres qui a été illustrée. Pour reprendre un petit peu cette idée, quelle est l'offre climatique, les années fraîches, les années chaudes, et puis l'année 2021. Donc ce qu'on peut voir, là, la courbe noire qui représente l'année 2021, c'est que finalement, sur tout le début du cycle, voire même jusqu'à la fin mai, là, presque au niveau du cartouche, de la flèche noire du cartouche 2021, on est plutôt sur des années fraîches, voilà, médiane, voire même en dessous, voire même proche du décile 2. Et on a eu une montée des températures sur la période du mois de juin, puis un retour sur des températures médianes, voire un peu plus basses sur la période du mois de juillet. Donc ça illustre bien la campagne 2021 sur certains territoires. Et puis on a mentionné donc la température seuil de 12 degrés, donc c'est la ligne rouge pointillée, qui est un peu une température, on va dire, qualifiée de critique pour la culture. Lorsqu'on descend en dessous de ces températures-là, pour certains stades, donc c'est ce que va évoquer Bastien juste après, on peut avoir des dégâts assez importants sur la culture. Et donc là, on voit que jusque la fin mai, début juin, on a pu frôler sur Chartres cette température seuil de 12 degrés. Voilà, on peut peut-être avancer, et puis donc je vais laisser Bastien compléter sur cette partie accident de stérilité. Oui, donc merci Anne-Sophie pour ces éléments. Et donc pour poursuivre la partie bilan de campagne, donc on va s'intéresser à un des faits marquants de l'année en sorgho grain, qui sont donc les problèmes de stérilité qui ont été rencontrés sur les parcelles. Donc là, vous avez différentes photos qui permettent d'illustrer les symptômes au champ.
donc avec des panicules de sorgho qui présentaient des manques de grains, soit de manière localisée, soit de manière complètement hétérogène. Donc il faut savoir que c'est un phénomène qu'on a déjà constaté les années précédentes, mais l'année 2021 se démarque quand même par des cas assez intenses de stérilité et marqués dans plusieurs bassins de production. Donc c'est vraiment un fait de la campagne. Les hypothèses qui avaient été avancées, notamment les années précédentes, pour expliquer ces phénomènes de stérilité, donc c'était tout d'abord des phénomènes abiotiques. Donc on sait que dans la littérature, on trouve des références prouvant que les températures basses, notamment au moment de la méiose pollinique, on y reviendra juste après, peut entraîner des problèmes de stérilité sur sorgho. Et également, dans certaines situations, il y a l'impact des facteurs biotiques. Donc là, il y avait des ravageurs qui avaient été mis en évidence donc il y a quelques années sur un bassin de production plutôt centré autour de Toulouse. Hein, vraiment, c'est cantonné à ce bassin de production. Et là, on avait mis en évidence qu'il y avait un ravageur qui avait impacté la stérilité. Donc en 2021, c'est plutôt les phénomènes abiotiques, comme on a eu un climat quand même assez frais cet été, qui ont été retenus et qui vont être décryptés par la suite. Donc si on fait un point un peu sur la sensibilité du sorgho et aux basses températures, donc on voit que lors de la phase reproductrice, le sorgho est quand même sensible aux basses températures. C'est particulièrement vrai lors d'événements assez ponctuels qui demandent beaucoup d'énergie à la plante, et c'est notamment le cas de la méiose pollinique. Donc, dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est que des températures minimales inférieures à 10 degrés peuvent entraîner des cas de stérilité mâle, c'est-à-dire donc une non-viabilité du pollen. Cette non-viabilité du pollen va entraîner ensuite donc des soucis de fécondation et ainsi des nombres de grains par panicule qui peuvent être vraiment en deçà des espérances et du potentiel du sorgho. Donc ces températures minimales, elles sont voilà, plutôt dans la littérature à 10 degrés, mais on retrouve également d'autres littératures étrangères qui parlent de seuils un peu différents. Et comme on a vu ce phénomène assez marqué sur nos essais également cette année, on a essayé de comprendre et de décrypter quelles étaient les conditions climatiques en 2021 qui ont pu entraîner des phénomènes de stérilité. Donc pour ça, on s'est basé sur notre réseau, le réseau variétal, d'évaluation variétale de sorgho grain, donc qui a des zones de production voilà, plutôt méridionale sud et septentrionale plutôt les zones nord. Et on a regardé avec une approche méthodologique, on a cherché les essais avec ou sans phénomène de stérilité qui étaient plutôt proches les uns des autres. Et on a essayé de regarder en fait les différences de stade entre variétés communes sur ces essais-là pour essayer de voir si on trouvait un lien entre les conditions climatiques avant l'épiaison, qui est un stade repère, et on sait que la méiose pollinique se situe avant l'épiaison. Donc on a essayé de regarder un peu ce que ça donnait au niveau conditions climatiques avant l'épiaison. Donc il y a 4 bassins de production qui ont été identifiés. Donc 3 essais autour de Tours, dont 2 avec stérilité, un bassin autour de notre station du Magnereau avec un essai avec stérilité, un bassin autour de Toulouse avec 4 essais avec stérilité et un bassin plutôt vallée du Rhône avec un essai avec stérilité. Et donc, ce qu'on a constaté en première différence entre ces essais avec ou sans stérilité, c'est qu'on avait un écart de date d'épiaison moyenne qui allait de 6 à 12 jours entre les essais avec et sans stérilité. C'est-à-dire que les essais qui ont subi de la stérilité au niveau de la panicule étaient les essais qui avaient des épiaisons plutôt tardives par rapport aux essais où on n'avait pas de soucis. Donc, pour illustrer ça, on va se pencher sur les conditions climatiques qu'on a observées dans la zone septentrionale et notamment autour de Tours, pour voilà, essayer un peu de décrypter tout ça. Donc ici, vous avez le graphique qui présente les températures minimales qui sont représentées par la courbe bleue, et les histogrammes jaunes représentent le rayonnement en calories par mètre carré.
Donc, un autre élément à bien regarder sur le graphique, ça va être les flèches vertes ou rouges. La flèche verte correspond à la date des piaisons donc de l'essai sans stérilité, et les deux flèches rouges correspondent aux dates des piaisons des essais où on a eu des soucis de stérilité. Donc, on a regardé un peu ce que ça donnait au niveau conditions climatiques avant les piaisons sur ces essais. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'essai avec une épiaison plutôt précoce, voilà, autour du 23 juillet, on avait des conditions pré-épiaison qui étaient plutôt favorables, avec des rayonnements quand même importants, voilà, autour de 600 calories par mètre carré, et des températures minimales assez importantes, toujours au-dessus de 13 degrés, voire quand même assez importantes. La différence avec les deux autres essais, c'est que lorsqu'on regarde leur période pré-épiaison, on voit qu'on a des journées, parfois même consécutivement, où on a des rayonnements qui sont quand même un peu plus faibles, voilà, même avec des chutes de rayonnement qui descendent à 200 calories mètre carré. Au niveau température, ça pouvait également descendre et se rapprocher du seuil de 13 degrés. Et c'est encore plus vrai si on regarde l'essai où on avait l'épiaison quand même vraiment tardive, plutôt autour du 12 août, où là, on avait vraiment plusieurs jours consécutifs avec des rayonnements faibles et des températures minimales qui flirtaient entre le 13 degrés et 14 degrés. Mais donc, voilà, des conditions qui sont quand même nettement moins favorables, donc une offre climatique qui est moins favorable pour favoriser la méiose pollinique. Donc là, c'était vraiment, donc l'hypothèse, c'était vraiment une mise en défaut de la viabilité du pollen en lien avec des défauts de température froide, et des faibles rayonnements avant l'épiaison. Et donc, si on fait un peu la synthèse, donc après avoir étudié le cas de Tours, on a regroupé donc les essais, tous les essais qui présentaient de la stérilité et tous les essais qui n'en présentaient pas. Et on a regardé la moyenne des valeurs minimales de rayonnement et de température 150 jours avant l'épiaison. Donc c'est environ une semaine avant l'épiaison. Donc voilà, on a comparé en moyenne ce que ça donnait. Donc en 2021, sur notre base d'essais, on avait 17 essais en France, 9 essais avec stérilité et 8 sans stérilité. Ce qu'on voit directement sur le graphique, c'est que les histogrammes bleus sont bien différents entre les essais. On voit qu'avec stérilité, on a des rayonnements qui sont quand même beaucoup plus faibles, donc autour de 235 calories, alors que c'est quasiment le double pour les essais sans stérilité. Au niveau température, on voit également des différences, avec des températures minimales en moyenne 7 jours avant l'épiaison qui sont plutôt autour de 12,5 degrés pour les essais avec stérilité, alors qu'on a des températures un peu plus supérieures lorsque on n'a pas eu le cas de stérilité. Là, on est plutôt autour de 14 degrés. Donc, cette approche méthodologique nous pousse donc à conduire l'hypothèse suivante d'un lien probable rayonnement-température sur la stérilité du sorgho, et pas seulement un effet température. Donc, si on fait l'analogie avec les autres céréales à paille, on sait qu'il y a un lien donc rayonnement-température qui va jouer sur la méiose. Et donc, voilà, c'est un des enseignements de la campagne 2021. Donc, ça serait peut-être également à creuser avec d'autres essais pour vraiment décortiquer ces phénomènes de stérilité. On va laisser la parole à Agnès Tréguier et Benjamin Collin pour les résultats variétés. Oui, merci. Alors, je vais démarrer cette partie variété pour vous présenter les résultats obtenus en 2021 et sur les 2 dernières années des variétés de sorgho grain. Donc, on va démarrer par un petit point d'information pour repréciser un peu les choses en termes de groupe d'évaluation. En tout cas, comment fonctionne le réseau d'évaluation à l'heure actuelle pour le sorgho grain, pour aider un petit peu à savoir quels sont les groupes d'évaluation à regarder en fonction des différentes zones. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir là sur la diapo suivante, parce qu'il y a une évolution de façon d'évaluer les variétés, en tout cas de groupe d'évaluation des variétés entre 2020 et 2021. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant cette campagne, la dernière campagne, il y avait 3 zones d'évaluation pour les variétés. On avait une zone qui était celle la plus au nord, globalement, qui permettait d'évaluer les variétés très précoces.
On avait ensuite une zone plutôt intermédiaire qui permettait d'évaluer les variétés de précocité précoce à demi-précoce, et une zone plus tardive, donc une zone géographique qui était là pour pouvoir évaluer les variétés qui étaient plutôt demi-tardives à tardives. À partir de 2021, on a finalement découpé, on est passé de 3 zones à 2 zones. Donc globalement, ce qui s'est passé, c'est que les variétés les plus précoces du groupe de milieu ont intégré la zone d'évaluation nord avec les variétés très précoces, et puis les variétés qui étaient plutôt demi-précoces ont intégré le groupe d'évaluation des variétés demi-tardives à tardives. Voilà, donc on se retrouve actuellement avec 2 zones d'études calées sur les précocités variétales. Alors, dans le fond, ça change la donne surtout pour quelques variétés qui du coup sont comparées maintenant à des variétés face auxquelles elles n'étaient jamais présentes. Donc c'est le cas par exemple dans le tableau de gauche que vous voyez. Ici, vous avez tout le groupe qu'on appelle septentrional. Ça va trop vite, Romain, je veux bien que tu reviennes en arrière, s'il te plaît. Vous avez les variétés qui sont évaluées dans le groupe septentrional. Voilà, donc c'est le petit tableau de gauche là. Et donc finalement, on retrouve des variétés qui étaient déjà évaluées dans cette zone géographique-là, donc Arfrio, Arski, Arabesque, Armorique et RGT Beluga. Et vous voyez que maintenant, il y a 2 variétés qui avant étaient évaluées un petit peu plus au sud, qui ont intégré ce groupe, donc comme RGT Dodge et Arc-en-Ciel. Et puis ensuite, sur le tableau de droite, vous voyez toutes les autres variétés qui sont évaluées dans une zone sud-France qu'on appelle le groupe méridional. Voilà. Donc ça, c'était pour vous permettre de voir un petit peu, en fonction de votre secteur géographique, quel est le type de résultat, en tout cas le groupe d'évaluation qu'il faut que vous regardiez pour choisir votre variété, sachant que ces 2 groupes, septentrionaux et méridionaux, reviennent aux cartes que vous a présentées Anne-Sophie. Donc à chaque fois que les couleurs étaient vertes sur la carte, ça correspondait aux variétés de type septentrional. Et dès que les couleurs étaient plutôt sur du orange, ça correspondait aux variétés qui sont évaluées dans le groupe méridional. Alors maintenant, si on passe aux résultats vraiment de l'année, donc j'ai démarré par le groupe d'évaluation septentrionale. Donc vous avez la carte qui permet de repérer un petit peu les différents endroits géographiques où étaient localisés les essais. Donc vous avez ici le tableau avec la liste des variétés qui ont été évaluées. Donc on retrouve des variétés témoins qu'on connaît depuis plus ou moins longtemps, donc comme Arfrio, qui se caractérise par une très grande précocité, Arski, Arabesque, RGT Dodge, Armorique, RGT Beluga et Arcan. Et puis ensuite viennent des variétés qui sont plus ou moins récentes. Certaines ont été introduites dans le réseau pour la première fois, dans le réseau de post-inscription. Donc c'est le cas de BM. Là j'ai un problème sur mon tableau, parce que c'est pas du tout le bon. J'ai un problème avec les 3 variétés du milieu. Ne tenez pas compte des noms, parce que Rod, RGT Big Ben et BMR 41 sont des variétés monocoupes. Donc on vous fera l'actualisation. Et puis on a des variétés qui ont été expérimentées aussi pour la première fois, donc ES Willy, Podium, Ponant, RGT Iceberg et RGT Magic, en tout cas pour la première fois en zone septentrionale. Donc si on regarde ce que ça a donné un petit peu en termes de rendement et de précocité, donc c'est le graphique suivant, donc qui repositionne chaque variété en fonction de sa précocité. Ouais, voilà, parfait. Donc ça repositionne chaque variété sur l'axe en bas, donc qui représente l'humidité panicule en pourcentage, donc qui permet d'approcher une notion de précocité. Et puis vous avez sur l'axe de gauche les rendements, donc les performances de productivité qu'ont obtenu les variétés en 2021. Toutes les variétés qui apparaissent en bleu représentent les témoins. Donc vous voyez que parmi les témoins, on a eu en 2021 un très bon comportement de Arski, Armorique, RGT Beluga et RGT Dodge. La variété Arcan est là comme rappel de précocité de la zone méridionale. Donc là, on est sur une variété Arcan qui n'est pas faite pour ce secteur, mais qui nous sert à pouvoir voir un petit peu pour des variétés récentes, est-ce que finalement elles sont évaluées dans le bon groupe ou non. Parmi les variétés récentes et qui sont très bien comportées en 2021, on retrouve des variétés comme Podium, qui fait plutôt partie de la fin du groupe septentrional en termes de précocité, et puis des variétés comme ES Willy, et puis Ponant, qui peut donner l'impression de décevoir un peu, mais finalement, il faut vraiment regarder ça au regard de sa précocité.
On sait très bien qu'en termes de potentiel, plus on est sur des variétés précoces et plus, la plupart du temps, on se retrouve sur des rendements évidemment un petit peu plus limités, mais qui peuvent complètement satisfaire les conditions de certaines zones. Alors l'année 2021 était un peu particulière parce qu'on l'a dit, en termes de conditions climatiques, on avait une année qui était très fraîche et avec des besoins en eau qui, globalement, surtout pour cette zone, ont été complètement satisfaits. Donc, automatiquement, il est d'autant plus important, suite à une année comme ça, de regarder un petit peu sur les années précédentes comment s'étaient comportées les variétés. Donc là, c'est le graphique qui vient de s'afficher. Donc, vous retrouvez les points 2021, donc avec toutes les variétés qui ont été évaluées dans ce groupe en 2021. Et en fait, comme les années précédentes, toutes les variétés présentes cette année n'étaient pas forcément évaluées ensemble, on va découper un petit peu le graphique en deux parties. Donc, dans un premier temps, on va regarder pour toutes les variétés qui sont le plus à droite, leur performance en 2019 et en 2020. Donc, ce sont les points qui vont s'afficher. Et ce qu'on peut observer quand ils apparaîtront, je ne sais pas, j'ai peut-être un gros décalage à chaque fois. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que finalement en 2021, on a 3 variétés qui ont surperformé, on va dire, par rapport à ce qu'elles avaient fait en 2020. Donc c'est le cas de la variété par exemple RGT Beluga. Vous voyez que son point 2021 est bien plus haut que celui qu'elle avait obtenu en 2020. Armorique aussi, qui a vraiment très bien marché cette année. Et puis, dans une moindre mesure, Arski. Et à l'inverse, on a une variété arabesque là qui, en 2021, n'a absolument pas reproduit ce qu'on a l'habitude de voir chez cette variété, qui habituellement est bien plus productive. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure la stérilité n'aurait pas potentiellement pu impacter ces résultats. Et je pense à des variétés comme justement arabesque. On n'est pas encore capable d'enlever l'aspect stérilité pour voir un petit peu, si c'est ça qui a pu engendrer une contre-performance pour cette variété. Alors, j'ai pas de point 2019 pour ces variétés-là parce qu'on n'avait pas suffisamment de résultats pour cet ancien groupe d'évaluation des variétés très précoces. Donc, du coup, on va regarder un peu ce qui s'est passé pour les variétés à la droite, à peu près au milieu du graphique. Donc, même principe. On regarde comment s'est positionné 2021 par rapport aux 2 années précédentes. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a Armorique, qui, encore une fois, par rapport aux résultats qu'elle avait les années précédentes dans le groupe des variétés précoces à demi-précoces, a vraiment surperformé en 2021. C'est le cas aussi pour la variété RGT Dodge, qui a vraiment eu de très bonnes performances cette année. Et on a des variétés comme Arcane qui, cette année, ont eu un petit peu plus de mal par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et on peut noter quand même que Podium a montré une très très bonne stabilité entre les 2 années précédentes et l'année 2021. Donc voilà ce qu'on pouvait à peu près en dire. Donc c'est important de bien regarder les résultats des années précédentes, puisque finalement c'est ça qui nous permet de savoir si une variété est relativement stable d'une année sur l'autre. Et puis surtout, quand on a une année comme 2021 qui n'est pas très représentative des conditions habituelles en sorgho, c'est pas plus mal de se baser un petit peu sur l'historique. Voilà, donc j'en ai fini pour le groupe septentrional. On va pouvoir passer au groupe des variétés méridionales. Donc même principe, vous retrouvez ici le tableau avec la liste des variétés qui ont été évaluées. Donc toujours les mêmes témoins, vous retrouvez des variétés qu'on a vues précédemment comme RGT Dodge et Armorique qui sont là comme témoins de rappel de la précocité septentrionale pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et puis la variété Arcane qui était le rappel de précocité de la zone septentrionale. Et puis on a des variétés assez récentes qui sont là pour la 2e année ou la 1re année, donc comme Ariane, Armelia, RGT Alligator, Army et Balaguer. Et puis 2 variétés qui étaient en évaluation probatoire, donc qui viennent de l'Europe, Diadème et Janie. Donc même graphique que tout à l'heure pour voir un petit peu les résultats et leurs performances sur l'année 2021 en fonction de leur humidité, panicule, donc de leur précocité. Là, on voit beaucoup plus se dégager une corrélation entre l'humidité et, en tout cas, la précocité et le niveau de potentiel. On voit que, globalement, il y a quand même des rendements qui sont plus importants pour des variétés un peu plus tardives que pour les variétés les plus précoces.
ce qui est cohérent, hein, qui existe dans à peu près toutes les espèces de céréales. Donc, ce graphique permet de repositionner les performances de variétés précoces comme RGT Dodge et Armoric. Donc, vous voyez que sur des secteurs aussi au sud où on a vraiment du potentiel, du coup, c'est vraiment leur précocité qui peut un peu limiter leur potentiel. En bleu, parmi les témoins, on retrouve de bonnes performances de variétés. Alors, parmi les plus précoces de ce groupe, bonne performance de la variété ES Chamal, RGT Hugo et Armax. Et puis, pour les variétés un peu plus tardives, RGT Gustave, Angie et RGT Gabi qui se sont très bien comportés. On a un retrait là, de la variété ES Fun qui a eu un petit peu de mal cette année, mais on verra ce que ça donne sur les années précédentes. Et puis, des variétés récentes, parmi les variétés récentes, on peut noter un très bon comportement à nouveau de la variété Armélia, Ariane, et une variété européenne, Balaguer, qui se positionne vraiment à hauteur des témoins. Et puis, dans les variétés un tout petit peu plus anciennes, ES Boreas, Arsenal, qui se comportent aussi bien. Je ne les cite pas toutes, mais voilà, vous voyez que globalement, on a vraiment des variétés qui se comportent très bien par rapport aux témoins, qui sont des variétés très cultivées. Alors, si on regarde les années précédentes, par rapport le comportement de 2021 par rapport aux années précédentes, même principe que pour le septentrional, toutes ces variétés-là, avant, n'étaient pas évaluées dans les mêmes essais, donc je ne peux pas faire de comparaison stricte pour les années précédentes. Donc, si on regarde ce que donne pour les variétés les plus précoces de ce groupe, les différents résultats, on peut noter de légères contre-performances de certaines variétés. Donc, par exemple, RGT Dodge, vous voyez que le point 2021 était un peu compliqué pour elle, ce qui s'explique assez facilement, hein, avec des très bonnes conditions qui ont permis d'exploiter le potentiel de variétés. Sur les variétés un peu plus précoces, forcément, c'est plus compliqué pour elle d'aller chercher les quintaux que sont capables de rapporter des variétés plus tardives. La variété Arcane aussi, qui a un petit peu plus peiné en 2021 qu'habituellement, et puis ES Fun, hein, qui est en retrait par rapport aux deux autres années. Sinon, pour les autres, on a plutôt une bonne régularité, ou en tout cas un comportement 2021 qui est très proche des 2 années précédentes. Pour les variétés qui sont un petit peu plus tardives dans ce groupe, on retrouve finalement pour quasiment toutes les variétés, la meilleure année, c'est 2021. Parce qu'on est sur des variétés qui ont du potentiel, et à partir du moment où le climat permet de l'offrir, forcément elles sont capables d'aller chercher des quintaux de manière plus importante que les années précédentes. Donc ce qu'on peut surtout retenir sur ce graphique-là, c'est qu'on a finalement, si on fait un espèce de petit pluriannuel, on a de très bonnes variétés en termes de rendement, comme Armélia, des variétés comme Ariane, Arkansas, RGT Gustavus, etc. RGT Gustave, excusez-moi. Tout ça fonctionne vraiment très très bien. Donc on est vraiment sur des niveaux, des performances des variétés qui sont très intéressantes. Donc voilà pour la partie grain. Je vais laisser la parole à Benjamin pour vous présenter les résultats pour les variétés de sorgho fourragé. Oui, merci Agnès. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats du réseau 2021 sur les sorgho monocoupes. Donc à savoir que sur les sorgho monocoupes, on a également 2 groupes de précocité, le groupe 1 et le groupe 2. Alors le groupe 1, c'est plutôt, on va dire, des variétés précoces, mais qui ont aussi, on va dire, une taille ou un gabarit un peu moyen, on va dire. On va dire des sorgho, ils sont plutôt autour de 2 mètres pour donner un ordre d'idée. Alors que sur le groupe 2, on est plutôt sur des variétés un peu plus tardives et de plus gros gabarits. Donc c'est là où on va retrouver tous les sorgho type biomasse, type méthanisation, où là c'est plutôt, on va dire, des gros sorgho de 3 mètres, voire un peu plus, quoi. Donc ici dans ce groupe 1, si on se réfère au groupe 1, là vous avez, on va dire, la liste des variétés qui ont été testées cette année, donc 8 variétés avec donc 4 référentes, Arigato, Nutrigrain, RGT Swing et Vega, et puis les autres qui sont évaluées, on va dire, depuis plus ou moins longtemps. Et à côté, vous avez la colonne valeur d'usage. Alors à quoi ça correspond cette valeur d'usage? En fait, il faut savoir que, comme l'a dit Jean-Luc en introduction, hein, c'est que les sorgho monocoupes sont utilisés pour différents débouchés, à la fois l'alimentation animale, mais aussi la méthanisation. Et donc finalement, pour essayer de faciliter le choix variétal, il y a 3 classes d'usage, on va dire, par rapport à la valeur UFL de la variété lorsqu'elle a été inscrite au CTPS. C'est-à-dire que les variétés comme Arigato qui sont ça veut dire qu'elles sont en silage, ce qui signifie qu'elles ont une valeur UFL intéressante
pour une utilisation, par exemple, pour des animaux, on va dire, une alimentation auprès des animaux à haut potentiel, comme des vaches laitières. Les DU, c'est pour les doubles usages, c'est-à-dire que ça peut être utilisé à la fois pour les animaux, mais qui ont un besoin un peu moindre en énergie, type, on va dire, genisse, par exemple, ou en biomasse. Et puis, on a les industriels, les pays, donc plutôt dans le groupe 2, qui, elles, ont une valeur UFL vraiment faible, et donc là, sont vraiment destinés, on va dire, à la biomasse, quoi, et pas du tout, on va dire, pour la production animale. Donc là, ce que je vous propose, c'est de partir sur 2 graphiques pour essayer de vraiment choisir essayer d'affiner un peu son choix variétal par rapport à ce qu'on veut en faire de son sorgho sur son exploitation. Donc on va dire les 3 gros critères à prendre en compte, c'est comme je disais un peu la valeur UFL. Le 2e critère, c'est bien évidemment la productivité, et le 3e critère qu'on verra juste après, c'est la précocité ou la teneur en matière sèche. Donc déjà, avec ce premier graphique, vous voyez en ordonnée la valeur UFL des résultats 2021 et en abscisse les résultats de productivité. Donc déjà, si on est plutôt sur, voilà, on est un éleveur laitier, typiquement, on va regarder les variétés qui sont en haut du graphique, donc qui ont une forte valeur en UFL. Et donc là, on a 4 variétés qui sont intéressantes pour notre cas d'un éleveur. C'est Nutrigrain, Rod, BMR 41 et Arigato, donc qui sont toutes classées E, donc ce qui est assez logique. Mais par contre, avec les résultats de 2021, on peut affiner un petit peu plus en disant, voilà, Arigato est un peu plus au-dessus des 3 autres variétés. Enfin, ça se joue, on va dire, à pas grand-chose. Et on peut regarder aussi la productivité, c'est-à-dire que Arigato et BMR sont plus sur la droite du graphique, c'est-à-dire qu'ils ont une productivité un peu plus forte que Rod et Nutrigrain. Ils se situent proche de la moyenne qui cette année était à 14,6 pour le premier groupe. En dessous, vous allez retrouver les variétés plutôt double usage. Donc là, on va dire aussi pour l'élevage, pour l'alimentation animale, mais plutôt, on va dire, des animaux à besoins plus modérés. Et là, on va retrouver 4 variétés, RGT Big Ben, Vega, RGT Swing et Agensor, qui sont, on va dire, double usage, sauf Agensor, on va dire, qui n'a pas encore été évalué, qui est en probatoire. Et on peut voir aussi quelques petites distinctions au sein de ces petites zones. C'est RGT Big Ben et Vega qui ont une valeur UFL un peu plus au-dessus, on va dire, qui sont autour de 0,90, 0,92, donc ce qui est relativement correct, on va dire. Et une productivité, un petit plus en termes de productivité pour Vega et RGT Swing. Donc là, vous voyez qu'avec ce simple graphique, on peut déjà, on va dire, s'orienter assez facilement sur quelques variétés. Alors ensuite, on va passer au 2e graphique qui reprend donc en ordonnée le rendement qu'on a vu juste avant et en abscisse la teneur en matière sèche. Plus on va être vers la droite du graphique, plus ça va être des variétés tardives et inversement, plus on sera sur la gauche, plus ce sera des variétés précoces. Donc la teneur en matière sèche, on va dire, est assez intéressante en sorgho monocoupe. Alors pourquoi elle est intéressante? D'une part, on va dire pour choisir la variété en fonction de son climat, de son offre climatique, on va dire en termes de température dans sa zone. Mais pour aussi un autre point, c'est au niveau de la récolte, au niveau de l'organisation du chantier d'ensilage. Parce que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans les sorghos monocoupes, on a des caractéristiques physiologiques assez différentes entre variétés. Certaines vont pouvoir produire du grain et être assez précoces, tandis que d'autres vont plutôt, on va dire, produire très peu de grains, voire pas avoir de grains ni de panicules. Et donc là, vont avoir des teneurs en matière sèche beaucoup plus faibles. Et donc ça va avoir un impact au moment de la récolte et du stockage, enfin de la conservation de l'ensilage, puisque sur des variétés tardives, on peut avoir un phénomène en fait d'écoulement de jus de tige et finalement une perte de valeur alimentaire. Donc c'est pour ça que ça peut être, on va dire, compensé à la récolte si on met ces variétés un peu plus tardives au-dessus de maïs, par exemple, un peu plus précoce, ou de sorgho plus précoce, puisque comme ça, s'il y a un écoulement de jus, le jus va aller en fait dans le maïs qui se situera dans les couches inférieures et pourra absorber sans qu'il y ait de perte, on va dire, de valeur alimentaire. Donc typiquement ici, dans ce graphique, pour notre éleveur laitier, on a vu tout à l'heure que Arigato et BMR 41 au milieu du graphique étaient intéressants en termes de productivité et de valeur UFL. Et bien ici, en termes de teneur en matière sèche, on voit une petite différence entre Arigato, qui est au-dessus de 30%, qui est autour de 31,5% de matière sèche, et BMR 41, qui est plus autour de 28%. Ensuite, sur les doubles usages, donc pour les animaux type jaunisse, on va être sur les variétés en haut du graphique, avec une distinction avec RGT Swing, qui se distingue des autres variétés, qui est beaucoup plus précoce,
qui est autour de 36-37% de matière sèche. Donc là, typiquement, il n'y aura aucune difficulté à pouvoir en faire un ensilage dans un seul silo. Il se conservera, on va dire, très bien. Et puis, on a les autres qui sont plutôt autour de 30% de matière sèche. Donc RGT Big Ben, Agensor et Vega. Donc voilà, 30%, c'est à peu près voilà, le moment où on peut, on va dire, ensiler sans trop de difficultés. Donc voilà un peu pour ces 3 critères de choix en fonction de ce qu'on veut faire de son sorgho sur son exploitation. Et là, c'est un graphique pour vous montrer une petite info supplémentaire, notamment pour la constitution de ces rations. C'est le pourcentage d'amidon qui finalement varie aussi entre variétés, puisqu'il y en a qui vont produire du grain et d'autres non. Donc là, ici, dans ce groupe 1, on est plutôt sur des variétés qui sont, on va dire, un pourcentage d'amidon non négligeable. Si vous regardez l'abscisse, c'est le pourcentage d'amidon. Et en ordonnée, vous avez le pourcentage de glucides solubles. En gros, c'est le sucre dans la tige pour le glucide soluble et le sucre dans le grain pour l'amidon. Et donc là, vous voyez que globalement, les variétés ont, on va dire, plus de 16% d'amidon, voire beaucoup plus pour RGT Big Ben, par exemple, qui situe autour de 26%. Donc là, c'est plus à titre informatif par rapport, voilà, pour éviter, on va dire, des rations peut-être trop riches en amidon qui peut causer, on va dire, des problèmes pour certains animaux. Donc si on résume un peu en allant sur le graphique d'après, là, je vous ai mis un peu un petit résumé de voilà sur le groupe 1, en fonction de ce qu'on veut faire de son sorgho, quelles sont les variétés à préconiser, on va dire. Eh bien, pour les éleveurs laitiers, ça va être plutôt, ou même, on va dire, des éleveurs qui sont, on va dire, avec des jeunes bovins à l'engraissement, c'est plutôt des variétés comme Nutrigrain, Arigato, Rod et BMR 41, donc des valeurs UFL très intéressantes, avec un petit plus pour Arigato et BMR 41 en termes de rendement, et un petit plus supplémentaire pour Arigato en termes de précocité. Pour les autres variétés, donc pour d'autres animaux, on a Vega, RGT Big Ben, RGT Swing et Agensor, qui ont, on va dire, un petit plus en termes de productivité par rapport aux 4 variétés précédentes. Et pour Vega et RGT Big Ben, un petit plus au niveau du UFL. Et RGT Swing sur sa précocité. Donc voilà un peu en résumé pour ce premier groupe de choix variétal sur la base des résultats de 2021. Alors ensuite, si on va sur le groupe 2, là on voit qu'on a évalué 10 variétés cette année, en 2021, avec 3 variétés en référence qui sont Amigo, ES Athena et Sucro 506, qui sont, on va dire, dans 3 classes d'usage différentes. C'est-à-dire que Amigo, c'est le principalement industriel, c'est typiquement la variété, on va dire, pour la méta. ES Athena, c'est un peu la référente, on va dire, ensilage dans ce groupe-ci, et Sucrose 506 pour le double usage. Et en dessous, vous allez retrouver d'autres variétés avec des usages un peu différents aussi. Donc, même principe, on va reprendre nos 2 graphiques pour essayer de positionner toutes ces variétés et choisir, on va dire, par rapport à son choix d'exploitation. Donc ici, premier graphique, UFL en fonction du rendement. Donc pour les éleveurs, on va regarder typiquement en haut du graphique avec 3 variétés, ES Athena, Saphir et Émeraude. Donc là, vous remarquez que ES Athena et Saphir sont, on va dire, typés ensilage, donc qui ont une valeur UFL intéressante, et Émeraude est double usage, mais avec une valeur UFL, on va dire, intéressante. Donc c'est un double usage, mais un double usage plutôt orienté quand même pour l'alimentation animale, avec un petit plus en termes de productivité par rapport aux 2 autres. Et par contre, si on est sur les autres variétés, là on est clairement dans de la production de biomasse. Quand vous regardez l'UFL, là on est, on va dire, assez bas, hein, on est en dessous de 0,72 UFL. Donc là, c'est clairement pas trop pour les animaux. On est clairement sur la production de biomasse, hein. C'est pour ça que la plupart des variétés sont au-dessus de la moyenne en termes de productivité. Et donc on retrouve notamment, on va dire, Gigante et Sucrose 506, qui sont des doubles usages, mais là, à contrario de Émeraude, plutôt orienté vraiment biomasse. Et à côté, en dessous, on retrouve toutes les variétés type biomasse, vraiment type biomasse, type Jogi, Amigo et Styx. Et un petit plus de productivité dans ce groupe-ci pour Sucrose 506 et Jogi, qui se situent, on va dire, le plus sur la droite du graphique. Donc voilà pour ces deux premiers critères. Si on passe au troisième critère sur la teneur en matière sèche, donc toujours pareil, hein, en abscisse, plus on est sur la droite, plus c'est des variétés tardives, plus on est sur la gauche, plus c'est des variétés précoces. Là, typiquement pour les éleveurs, on se situe en bas à droite avec les variétés qu'on a vues précédemment, Émeraude, ES Athena et Saphir,
qui ont un pourcentage de matière sèche assez semblable, je dirais, autour de 29%, on va dire entre 27 et 29%, donc assez équivalente. Donc il y a une petite attention, on va dire, au moment de la récolte par rapport à ces variétés. Et puis au-dessus, vous avez les variétés productives pour la méta, où on distingue, on peut les scinder en deux, avec à gauche les variétés précoces typées vraiment principalement industrielles, et à droite les doubles usages un peu plus tardives, donc avec sucrose 506 et gigante. Donc aussi, on va dire, des caractéristiques à prendre en compte pour l'organisation de son chantier de récolte. Et ici, pareil, plus à titre, on va dire, informatif, sur le pourcentage d'amidon et le pourcentage de glucides solubles. Donc en amidon, si vous regardez les valeurs en abscisse, eh bien vous voyez que finalement, les variétés avec le plus d'amidon vont être autour de 16%. C'est-à-dire que ici, dans ce groupe 2, on a quand même beaucoup de variétés sucriées, c'est-à-dire qui ont, on va dire, un faible pourcentage d'amidon. Alors que dans le groupe 1, la plupart des variétés étaient finalement au-dessus de 16%. Donc voilà, c'est une information à avoir aussi sur ces différentes variétés. Donc finalement, si je reprends avec un petit CQFR, pour les éleveurs, on a à disposition dans le groupe 2 des variétés type ES Athéna, Saphir et Émeraude, avec un petit plus en termes d'UFL pour ES Athéna et Saphir, et un petit plus en termes de rendement pour Émeraude. Pour la méta, on a les autres variétés, avec un petit plus de rendement pour Sucrose 506 et Jogi, et de précocité pour Amigo, KWS Juno, KWS Phoenixus et Styx. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation rapide des sorgho, des résultats des sorgho monocoupe. Bonjour, donc je vais vous partager les actualités tout d'abord d'un point de vue réglementaire pour le désherbage du sorgho. Donc, suite à une décision modifiant l'AMM de tous les produits contenant du S-métolachlore, donc les homologations de Dual et de Mercantor évoluent, et certaines des recommandations d'ailleurs qui étaient émises les années précédentes par les firmes deviennent maintenant obligatoires. Donc, à savoir pour le Dual Gold-Safner, d'abord une dose de 1000 grammes par hectare par an, donc ce qui équivaut à une dose de 1,09 litre pour le Dual et 1,04 litre pour le Mercantor. Et la ZNT passe à 20 mètres avec 5 mètres de DVP. Donc, si il y a une utilisation de buse antidérive, cette ZNT passe à 5 mètres avec un DVP de 5 mètres. En plus, donc c'est 5 mètres sans culture en bordure de cours d'eau et de points d'eau. Et sans buse antidérive, donc on garde cette ZNT de 20 mètres, dont un DVP de 5 mètres, c'est-à-dire 15 mètres de culture non traitée, plus 5 mètres de culture sans culture, pardon. Enfin, une autre obligation, c'est l'utilisation interdite des produits à base de S-métolachlore sur toute parcelle drainée pendant la période d'écoulement des drains. Donc en plus, il y a des recommandations des firmes dans le cadre des bonnes pratiques d'utilisation du S-métolachlore. Donc à savoir la non-utilisation sur les aires d'alimentation, de captage et autres zones prioritaires, et aussi l'utilisation privilégiée en post-levée précoce ou en prélevé localisé sur le rang pour les cultures de printemps. Donc l'autre actualité réglementaire concerne la mésotrione. Donc ici, il y a deux réglementations qui se télescopent. Donc tout d'abord, il y a la réinscription de la molécule au niveau européen. Donc toutes les autorisations nationales doivent être autorisées pour les produits contenant la mésotrione. Donc pour Caliprime, c'est en cours. Et pour le Starship, c'est fait depuis le 15 septembre 2021. Donc ensuite, il y a aussi le règlement européen de la 15e adaptation au progrès technologique, donc qui entre en application au 1er mars 2022, et ce règlement impose le classement H361D à tous les produits contenant de la mésotrione. Donc cette mention interdit certains mélanges. Donc pour le désherbage du sorgho, les produits concernés sont le Caliprime et le Starship. Donc le Caliprime pour une utilisation en prélevé strict
et le Starship en poste levé avec une dose de 0,5 par application et la possibilité de faire 2 applications. Donc, ces évolutions réglementaires vont entraîner des restrictions de mélange entre eux, entre Caliprime, Starship et aussi avec la sulcotrione. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue technique, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, voilà. Ensuite, autre actualité réglementaire qui concerne le tous les produits à base de bromoxynil sont depuis le 17 septembre 2021 considérés comme des PPNU. Donc ici, dans ce tableau, on présente des efficacités observées donc sur des flores qui étaient dans le spectre du bromoxynil pour des produits et des mélanges appliqués donc sur des adventices jeunes et évalués 30 jours après l'application. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans chaque colonne, on a quand même des solutions avec les produits disponibles à la gamme. Donc ce tableau sera repris dans le choisir, qui permettra de voir plus précisément les résultats. Donc après, on va passer plutôt aux essais qui ont été mis en place en 2021. Donc, on a eu 2 types d'essais. Donc, une partie plus pour voir les solutions disponibles pour faire suite à l'arrêt du bromoxynil et après la gestion des adventices. Donc, des graminées, pardon. Donc, ici, on a 3 essais qui ont été mis en place. Donc, avec les équipes d'Arvalis et aussi les partenaires que je remercie chaleureusement. Et donc la flore se constitue essentiellement de graminées annuelles, donc en densité suffisante et homogène qui permettent des notations. Et aussi, on trouve quelques nouvelles, des dicotes plus compliquées à gérer et aussi quelques graminées. Donc sur les conditions de traitement, donc on a de la pré- et de la post-levée précoce, donc à partir de 3 feuilles. Ce qu'on peut dire, c'est que la pré a été faite dans des conditions favorables à l'efficacité des produits. La poste aussi, sauf peut-être à Étoile et à Montesquieu, où on a des densités, alors soit une hygrométrie un peu faible pour Étoile, ou soit des conditions plutôt séchantes pour Montesquieu, donc ce qui n'est pas toujours favorable à la pénétration et la systémie des herbicides foliaires. Alors les stratégies testées, on les a en dessous. Voilà, donc on va les voir ici dans le graphe aussi. C'est pas grave, Romain, tu peux laisser. On gagnera là un petit peu de temps. Donc ici, on a les 2 parties graphiques. À gauche, c'est les notations qui sont faites 30 jours après l'après ou 10 jours après la poste. Et à droite, c'est 30 jours après l'application de poste. Donc c'est l'efficacité finale, on peut dire, de l'essai. Et on a des stratégies donc tout en poste, à partir de 3 feuilles, et des stratégies pré puis post levée. Donc, c'est les 3 dernières sur la droite. Donc, ici est présentée l'efficacité moyenne sur des dicotes, on va dire plutôt classiques, qui ont une densité moyenne de 16 par mètre carré, 16 plantes par mètre carré. Donc, c'est du kénopode blanc, de la morelle et de la renouée persicaire. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on voit que là, on peut parler de référence Dakota, Decano, Benta à une très bonne efficacité en poste précoce. Une efficacité aussi intéressante de Prédomain et de Conquérant. Donc, on voit les modalités satisfaisantes. Donc, soit en poste levé ou soit aussi avec une application d'Alcan sans pré, assez aussi intéressante. Et une efficacité légèrement en retrait pour le mélange Isar Biathlon Onyx. Donc après, on va regarder le graphe suivant sur les dicotes difficiles, où on a noté la mercuriale, l'ambroisie et la renouée liseron. Donc en haut, vous voyez les différents essais et les densités moyennes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les résultats montrent que la référence Dakota, Decano, Benta en post précoce maintient un niveau d'efficacité très acceptable en moyenne, hein, bien sûr, sur ces adventices difficiles. Donc les meilleures efficacités sont obtenues pour les modalités avec Prédomain en poste, soit en application unique ou avec Isar, Prédomain, Boa, soit aussi en programme avec l'Alcan sans pré.
En revanche, le programme Alcan suivi d'ISAR Onyx apparaît insuffisant, et même quand c'est en mélange avec biathlon. Voilà ce qu'on peut dire. Et sur ces essais, on avait aussi ce qu'on a vu sur ces 3 essais des graminées. Donc, il nous a paru aussi intéressant quand même de vous montrer ces résultats, même si ce n'était pas le but premier, mais souvent on a de la flore mixte. Et ce qu'on voit, c'est que très nettement, l'intérêt de la prélever ici avec Alcans pour gérer ces graminées, qui étaient quand même des graminées Séter glauque et panique fourmilier. Voilà. Après, on va passer à des essais pour la gestion des graminées. Donc, on a les 3 mêmes essais, plus un essai qui se rajoute à Sarre-Pourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, merci encore aux partenaires et aux équipes techniques d'Arvalis d'avoir réalisé ces essais. Donc, en termes de flore, on retrouve la Séter et le panique fourmilier comme dans les essais précédents, et en plus de la Séter glauque. Donc, il y a un essai à Béruges où il n'y avait pas malheureusement de graminées. Donc, les conditions sont plutôt favorables aussi aux efficacités, notamment en pré, en poste et pour les 2 postes levés, parce qu'ici, on a de la poste précoce, à la T1, comme on appelle à 3 feuilles, et de la poste levée un peu plus tardif, T2, à partir de 6 feuilles. Donc, c'est toujours les mêmes conditions pour Étoile et Montesquieu pour la T1, qui a été un peu plus mise en difficulté peut-être pour la systémie des produits foliaires. Donc sinon, l'application de pré a été effectuée sur des adventices non levés, et pour les postes dans des bonnes conditions, parce qu'on était à 1 à 3 feuilles des graminées ou 2-4 feuilles des dicotes. Donc en dessous, on voit les différentes stratégies proposées, avec de la pré, avec Caliprime, Mercantor, Alcans ou Caliprime et Caliprime plus Alcans. Donc, on reparlera un peu plus tard, si vous voulez bien, des positionnements de ces herbicides. Pour le moment, on va d'abord voir les résultats. Alors, diapo suivante, voilà. Donc, l'efficacité moyenne sur les graminées estivales, donc ici, on reprend Séter glauque et le panique fourmilier. Donc, on confirme bien sûr l'intérêt de la prélever. Ça, il n'y a pas de doute, que ce soit avec Alcans ou avec Mercantor. Par ailleurs, les efficacités observées sur Séter glauque ou panique fourmilier ne permettent pas de montrer un avantage à associer Caliprime. Donc, ça, on pouvait s'y attendre à l'un de ces produits en prélevé, quoi. Donc, c'est les stratégies. Voilà, des stratégies qui ne sont pas adaptées forcément pour ces graminées. Et de même qu'on peut voir le graphique en bleu, là, l'histogramme en bleu, où Caliprime seul n'apparaît pas du tout comme la bonne solution, notamment en pré, pour gérer les graminées. Ensuite, sur ces essais, on avait la mercuriale sur plusieurs sites. Donc, comme c'est une adventice un peu compliquée, il nous a paru intéressant de vous la montrer. Donc, on peut voir une très bonne efficacité donc, sur les graphiques complètement à droite, sur les histos de droite, notamment avec les applications de Boa Casper en traitement plus tardif ici, hein, c'est du T2. Et donc, on voit ces très bons niveaux d'efficacité sur les 2 sites. On peut constater que le traitement de poste levé effectué 6 feuilles, donc c'est ça avec le mélange Boa-Casper, donne des bonnes efficacités. Et on voit aussi complètement plus à gauche le bâtonnet bleu, le mélange Boa-Prédomain, Isar Boa-Prédomain, qui est une efficacité aussi intéressante en application unique ici. Voilà. Et au milieu, on reprend les stratégies qu'on avait vues dans les premiers essais, où on voit qu'on est un peu plus juste, quoi. Voilà. Et ensuite, la dernière présentation, voilà, je vous reprends les différents produits et les positionnements des produits. Donc, ce que vous pouvez certainement voir, c'est qu'on reste sur un positionnement de Mercantor
en post-levée précoce, ceci pour plusieurs raisons. Donc des menaces bien sûr sérieuses sur le S-métolachlore, qui est une molécule stratégique, notamment pour le maïs et les maïs spéciaux qui sont le maïs doux et semences. Et un statut aussi réglementaire du concept 3 qui est peu confortable. Donc c'est un pelliculant qui sur de la semence de sorgho qui n'a où il est interdit de revendiquer une quelconque activité biologique, c'est-à-dire une activité de phytoprotection qui permet d'utiliser le Mercantor en pré, car aucune en fait AMM n'a été délivrée. Donc un pelliculant est une substance qui n'a aucune activité biologique. Donc en plus, ce concept 3 est un produit classé CMR, donc c'est quand même le seul parmi les produits autorisés sur sorgho. Donc ce qui impose des précautions spécifiques en matière de stockage des semences et de protection aussi des opérateurs qui les manipulent. Donc il faut des EPI pour le semis comme pour un traitement phyto. Donc, ce qu'on peut rajouter par rapport à ces différents points, c'est que donc, dans les essais, on le voit, et depuis plusieurs années, on désherbe le sorgho avec du S-métolachlore en poste, donc à partir de 3 feuilles. On voit que ça fonctionne, et d'autant plus qu'on a l'alcance qui peut être utilisé en pré. Et si sur des installations, par exemple, de sorgho plutôt compliquées et lentes qui entraîneraient des difficultés par rapport aux graminées, c'est des stratégies qui sont tout à fait satisfaisantes. Donc pour conclure, on peut reprendre vous voyez ici les différents herbicides. Donc après ça sera publié dans le choisir. Donc je vais peut-être laisser plutôt la place aux questions parce que je vois qu'il est déjà 10h30. Et j'ai repris en fait les différents herbicides et les positionnements de ces différents produits. Et avec aussi en plus effectivement le désherbage mécanique sur lequel je n'avais pas parlé.